Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie. Je suis psychologue clinicienne depuis plus de 20 ans et spécialisée en thérapie cognitive et comportementale depuis 2016. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Dépression postpartum, aimer son enfant et aller mal ». La dépression périnatale, et plus particulièrement la dépression postpartum, est une complication fréquente de la période qui entoure la naissance d'un enfant. Pourtant, elle reste encore largement méconnue, sous-diagnostiquée et parfois minimisée. Elle constitue aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique, non seulement en raison de la souffrance qu'elle engendre chez les parents, mais aussi en raison de ses répercussions possibles sur le développement de l'enfant, l'équilibre du couple et la dynamique familiale. À travers cet épisode, j'aimerais contribuer à ma manière à faire évoluer les regards, à déconstruire certains clichés, à ouvrir un espace de parole autour d'une réalité encore trop souvent vécue dans le silence. J'espère aussi pouvoir aider certaines mères, pères, coparents, à comprendre que ce qu'ils traversent n'est ni rare, ni honteux. Dans cet épisode, nous allons d'abord nous intéresser au contexte dans lequel les parents deviennent parents aujourd'hui, à ces injonctions sociales qui entourent encore la maternité et la parentalité, à cette promesse implicite selon laquelle l'arrivée d'un enfant devrait naturellement s'accompagner du bonheur. Nous évoquerons la culpabilité, la honte et toutes ces expériences que beaucoup de parents traversent sans toujours oser les partager. Nous parlerons ensuite de la dépression postpartum elle-même, de ses manifestations les plus fréquentes, mais aussi de ses formes plus discrètes et de ce qui la distingue du baby blues. Enfin, nous parlerons de ce qui permet d'aller mieux, de l'aide que l'on peut recevoir et de la transformation qui peut parfois émerger lorsque la souffrance est reconnue, comprise et traversée. Alors que tu sois parent, futur parent, professionnel de santé ou simplement proche d'une personne concernée par ces questions. J'espère que cet épisode pourra t'apporter des repères, des mots et un peu plus de compréhension. Bonne écoute! La maternité, et plus encore le lien mère-fille, sont de véritables sujets dans ma famille. Des sujets qui semblent se transmettre de génération en génération. Comme si chaque femme héritait à la fois des blessures de celles qui l'ont précédée et du fantasme silencieux de pouvoir faire mieux. Alors, lorsque le désir d'enfant est apparu chez moi, je n'ai pas échappé au fantasme familial. Rompre la chaîne, réparer, offrir à son enfant ce que l'on n'a pas reçu, devenir enfin cette mère idéale que les générations précédentes n'avaient pas réussi à être. Quelle prétention quand j'y pense aujourd'hui. Quel pouvoir je me prêtais. Comme si l'on pouvait, à soi seul, effacer l'histoire familiale. Comme si l'amour suffisait à guérir toutes les blessures. Je suis désolée de te dévoiler la fin de l'histoire dès maintenant. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Enfin, presque. Parce que les premiers mois de ma grossesse ont probablement été parmi les plus apaisés de ma vie. Une période de grâce, de plénitude, comme si pour la première fois depuis longtemps, tout était à sa place. Mais cette accalmie n'était que temporaire, et je n'étais absolument pas préparée à la tempête qui allait suivre. Ma mère s'est suicidée, et quelques semaines plus tard, mon fils est né. 2 événements, 2 séismes, qui allaient profondément transformer mon existence. Je devenais mère au moment même où je perdais la mienne. Comme si la vie et la mort s'étaient redonné rendez-vous dans le même espace psychique. Et ce que je n'avais absolument pas anticipé, c'est qu'en donnant naissance à mon fils, je donnerais aussi naissance à un deuxième enfant. Je l'ai appelé Angoisse. Il occupait tout l'espace. Il se nourrissait de mes larmes, de mes peurs, de ma culpabilité, de ma colère parfois. Et il ne me laissait aucun répit. Jamais. Vraiment. C'était le compagnon inattendu de mon entrée dans la parentalité. Un tsunami émotionnel dont personne ne m'avait vraiment parlé. Je découvrais alors qu'il était possible d'aimer son enfant d'un amour immense, tout en étant envahi par des émotions inconfortables. Entre le deuil que je verrouillais de peur qu'il ne contamine mon fils et les bouleversements psychiques de la maternité que je tentais de masquer, je sentais qu'une faille s'ouvrait en moi. Une faille immense. Et je perdais pied. Les mois passaient et je me sentais de plus en plus envahie, à fleur de peau, épuisée psychiquement. Pourtant, je continuais à tenir. Comme tant d'autres, je faisais ce qu'il fallait. Je souriais, je fonctionnais. À l'extérieur, tout semblait normal.
à l'intérieur, je sombrais, doucement. Le plus difficile, c'était sans doute la honte, cette émotion particulière qui pousse à se cacher, à sourire quand on voudrait pleurer, à répondre « ça va » quand tout s'effondre intérieurement. La honte de ne pas vivre la maternité comme j'avais imaginé la vivre. La honte de me sentir perdue, alors que tout le monde semblait voir dans la naissance d'un enfant le plus grand bonheur qui soit. Comment dire que je souffrais alors que j'aimais profondément mon fils? Comment expliquer que cette maternité réveillait des douleurs anciennes que je croyais pourtant réglées depuis longtemps? Plus je souffrais, moins j'en parlais. Et moins j'en parlais, plus je me retrouvais seule avec ce que je vivais. Je culpabilisais énormément. Et il m'arrivait de regretter ma vie d'avant. Ma liberté, mon insouciance, la légèreté avec laquelle j'habitais mon existence. Et cette pensée me terrifiait. Parce qu'elle me semblait incompatible avec l'amour immense que je portais à mon fils. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ces deux réalités pouvaient exister simultanément. Que l'on peut aimer profondément son enfant et éprouver de la nostalgie pour ce qui a été perdu. Que cela fait pas de nous un mauvais parent. Cela fait simplement de nous un être humain. Au début, j'ai attribué mon état à la fatigue, au deuil, aux bouleversements normaux des premiers mois. Après tout, je venais de perdre ma mère. Je devenais mère à mon tour, il paraissait logique d'être fragilisée. Alors j'attendais. Je me répétais que cela finirait par passer. Mais le temps passait et rien ne s'améliorait. Au contraire, la tristesse s'installait, l'angoisse prenait davantage de place, et l'illusion devenait de plus en plus difficile à maintenir. Autour de moi, certaines personnes percevaient que quelque chose n'allait pas. Elles posaient des questions, s'inquiétaient. Mais je n'étais pas prête, et refusais encore de reconnaître ce qui se passait. Parce que reconnaître ma souffrance revenait à remettre en question l'image que j'avais de moi-même, et signerait plusieurs échecs simultanés. L'échec de la femme forte que je croyais devoir être, et l'échec de la mère que j'avais imaginé devenir. Mais un jour, au cours d'une énième crise de larmes, mon compagnon a mis des mots là où je n'en avais plus. Et ce fut une déflagration. J'étais en dépression postpartum. Moi, psychologue, habituée à repérer la souffrance chez les autres, à accompagner les patients vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes, je n'avais pas reconnu ma propre souffrance. Ou peut-être, plus justement, je n'avais pas voulu la voir. Cette dénégation avait pourtant un coût. Pour moi, pour mon couple, pour mon fils. Parce que derrière mon hyper-investissement, derrière ce besoin permanent de faire, d'anticiper, de contrôler, je devenais progressivement indisponible émotionnellement. J'étais là physiquement, mais une partie de moi était ailleurs, captive de ses peurs, de son épuisement, de sa tristesse. Je prenais soin de mon fils, mais je n'arrivais plus toujours à éprouver pleinement la joie d'être avec lui. Et cette réalité était probablement la plus douloureuse de toutes. Accepter ma dépression postpartum a été extrêmement compliqué. Mais continuer ainsi n'était plus possible. Alors j'ai accepté de regarder la réalité en face. Et j'ai entamé une nouvelle thérapie. Peu à peu, j'ai recommencé à me rencontrer, à identifier mes émotions, les accueillir, les exprimer, sans honte, sans jugement. Aujourd'hui, avec du recul, je crois que mon fils m'a offert quelque chose d'immense. Une renaissance. Parce qu'il m'a obligée de regarder ce que je refusais de voir, à prendre soin de mes blessures, à sortir de loyauté invisible qui traversait les générations, à devenir plus authentique, plus consciente. Et je ne peux terminer ce récit sans parler de lui, de mon compagnon, Alexandre. Celui qui a traversé cette tempête à mes côtés. Celui qui a reçu de plein fouet mes peurs, ma colère, ma tristesse, mon sentiment d'impuissance. Celui qui a continué à me tendre la main alors même que je m'éloignais de moi-même et de lui. Ces mots ont parfois été douloureux à entendre, parce qu'ils venaient fissurer les défenses qui me permettaient encore de tenir. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils ont été salvateurs. Je sais qu'il m'a aidé à ouvrir les yeux. Et je crois sincèrement qu'il nous a permis tous les trois de sortir de cette spirale. Alors merci. Merci d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir pris soin de nous. Peu de périodes de vie sont aussi idéalisées et paradoxalement aussi balisées que l'entrée dans la parentalité. On prépare les futurs parents à la naissance, à l'accouchement, aux soins du nourrisson, aux grandes étapes de son développement, à l'organisation matérielle du quotidien, mais beaucoup moins à ce qui se passe à l'intérieur de soi, au bouleversement identitaire, à la vulnérabilité, à l'ambivalence, au doute,
à la perte de repères. Or, devenir parent constitue une véritable crise développementale, une période de transformation profonde, une période durant laquelle nous sommes amenés à nous réorganiser psychiquement. Dans les premiers mois, beaucoup de parents découvrent une réalité plus complexe que celle qu'ils avaient imaginée. Ils se surprennent à douter davantage qu'ils ne l'auraient cru, à remettre en question leurs compétences, à se comparer aux autres, à craindre de ne pas être à la hauteur. Ces inquiétudes sont pourtant extrêmement fréquentes. Elles témoignent d'ailleurs souvent de l'importance que l'on accorde à son enfant et de la responsabilité nouvelle qui accompagne sa naissance. Mais dans une société où chacun semble savoir comment être un bon parent, beaucoup finissent par se sentir incompétents. Comme s'ils étaient les seuls à ne pas comprendre, les seuls à hésiter, les seuls à avoir peur de mal faire. Les réseaux sociaux, les conseils contradictoires et les normes éducatives toujours plus nombreuses renforcent souvent ce sentiment. Pourtant, personne ne devient parent avec un mode d'emploi. Nous apprenons tous progressivement, au fil du temps, des erreurs, des ajustements et de l'expérience. Derrière cette période se cache donc parfois une lutte épuisante, celle de vouloir devenir un parent parfait qui répondrait à tous les besoins de son enfant. Une mère toujours disponible, patiente, épanouie. Un père toujours solide, présent, capable de tout gérer. Mais ce n'est pas la perfection dont un enfant a besoin. C'est d'un parent suffisamment bon, sécurisant et humain. Lorsque l'écart entre la réalité vécue et l'idéal que l'on s'était construit devient trop important, la culpabilité et la honte peuvent commencer à s'installer. Certains parents viennent à penser qu'ils devraient être plus patients, sereins, compétents, heureux. D'autres se sentent responsables de tout ce que vit leur bébé, comme si chaque pleur, chaque difficulté, chaque frustration révélait d'une défaillance de leur part. Beaucoup aussi éprouvent une forme de nostalgie de leur vie d'avant. La liberté, le sommeil, la spontanéité, le temps pour soi, le couple, tel qu'il existait auparavant. Et ces pensées sont souvent difficiles à reconnaître, parce qu'elles semblent incompatibles avec l'amour que l'on porte à son enfant. Pourtant, ces réalités ne s'opposent pas. On peut aimer profondément son enfant et regretter certaines libertés perdues. On peut être fier d'être parent et rêver parfois d'une journée sans contrainte. On peut éprouver une immense tendresse et ressentir le besoin de souffler quelques heures. Car comme beaucoup d'expériences, la parentalité est faite de sentiments parfois contradictoires. Pourtant, lorsque ces pensées apparaissent, beaucoup de parents n'osent pas les partager. Ils craignent d'être jugés, incompris, et pire, d'être considérés comme de mauvais parents. Alors ils se taisent, ils gardent leurs doutes pour eux, leurs regrets, leurs pensées les plus difficiles à avouer. Peu à peu, la culpabilité grandit, et avec elle s'installe souvent la honte, discrète, invisible, isolante. Mais lorsqu'une émotion devient trop douloureuse pour être regardée en face, notre psychisme cherche à nous protéger. C'est donc dans ce contexte qu'un autre mécanisme peut apparaître, la dénégation. Le parent sent que quelque chose ne va pas, mais il continue à avancer, à faire ce qui doit être fait, à s'occuper de son enfant, à gérer le quotidien. Il se persuade que cette période finira par passer, que ce n'est que de la fatigue, que ce n'est pas si grave. Certaines personnes deviennent même particulièrement habiles à masquer leur souffrance, aux autres, mais aussi à elles-mêmes. Et c'est souvent dans ce mouvement silencieux que la souffrance devient plus difficile à repérer. Parce que de l'extérieur, tout semble aller bien. Le parent avance, il s'occupe de son enfant, il assume ses responsabilités. Mais à l'intérieur, l'épuisement grandit, l'angoisse s'installe, le plaisir disparaît, jusqu'au moment où la souffrance finit par prendre tellement de place qu'elle ne peut plus être ignorée. La dépression postpartum est une réalité beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. En France, elle concernerait près d'une femme sur 6 dans les semaines qui suivent la naissance et jusqu'à une mère sur 5 au cours de la première année de vie de l'enfant. Les pères et les coparents ne sont pas épargnés, puisqu'environ 10% d'entre eux développeraient également des symptômes dépressifs durant cette période. Mais avant d'aller plus loin, il me paraît important de distinguer deux réalités souvent confondues. Le baby blues et la dépression postpartum. Le baby blues est extrêmement fréquent. Il survient généralement dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Il est favorisé par les bouleversements hormonaux, la fatigue accumulée et l'intensité émotionnelle de cette période. Il peut se manifester par des pleurs faciles, une hypersensibilité, des variations d'humeur ou encore une irritabilité passagère. Même s'il peut être éprouvant, il disparaît spontanément en quelques jours. Il concerne environ 80% des femmes.
Il ne s'agit donc pas d'une maladie, mais d'une réaction d'adaptation psychique et biologique à un événement majeur de la vie. La dépression postpartum, elle, est d'une toute autre nature. Elle apparaît souvent plusieurs semaines après la naissance, parfois après 6 semaines, 2 mois, voire plus. Et c'est précisément ce décalage qui rend son repérage plus difficile. Car à ce moment-là, l'entourage est souvent moins présent. Le coparent a généralement repris le travail, les visites se sont espacées, et tout le monde semble considérer que les choses devraient désormais aller mieux. Pourtant, c'est parfois à cet instant que la souffrance commence réellement à s'installer. Et c'est souvent pour cette raison qu'elle passe inaperçue. Selon les critères diagnostiques actuels, la dépression postpartum correspond à un épisode dépressif qui survient pendant la grossesse ou au cours de la première année suivant la naissance d'un enfant. Elle peut se manifester par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, de la fatigue, des difficultés de concentration, une culpabilité, ou encore une impression profonde de vide intérieur. Certaines personnes décrivent également la sensation d'être devenues étrangères à elles-mêmes, comme si elles ne se reconnaissaient plus, comme si elles traversaient leur propre vie sans parvenir à s'y sentir réellement présentes. Parfois, la souffrance prend davantage la forme d'une anxiété intense, une inquiétude permanente concernant le bébé, une peur constante qu'il lui arrive quelque chose, un besoin de contrôle difficile à apaiser. Certaines mères vérifient ainsi plusieurs dizaines de fois par nuit que leur enfant respire. D'autres vivent dans l'anticipation permanente d'un danger. L'esprit ne se repose jamais. Et l'épuisement finit par s'installer. Il existe également des manifestations dont on parle beaucoup moins. Les pensées intrusives, les phobies d'impulsion. Ces images ou ces pensées qui surgissent brutalement, sans avoir été souhaitées. L'image soudaine de faire tomber son bébé, de lui faire du mal volontairement. Ou encore, la crainte de perdre le contrôle. Ces pensées sont souvent vécues avec une angoisse intense. Et contrairement à ce que beaucoup de parents redoutent, elles ne traduisent généralement pas un désir de passer à l'acte, bien au contraire. Elles témoignent le plus souvent d'une hypervigilance importante et d'une peur profonde de faire du mal à son enfant. Enfin, dans les formes les plus sévères, des idées suicidaires peuvent apparaître. Certaines personnes ont alors le sentiment qu'elles ne s'en sortiront jamais, qu'elles représentent un poids pour leurs proches, ou que leur enfant serait mieux sans elles. Lorsque de telles pensées apparaissent, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé, parce qu'il existe des solutions, parce que des soins efficaces sont disponibles, parce qu'aucune personne ne devrait avoir à porter seule une telle souffrance. Si j'ai pris le temps de parler de la culpabilité, de la honte, de la dénégation et de la dépression postpartum, ce n'est pas pour réduire la parentalité à une expérience de souffrance, bien au contraire. C'est parce qu'il me semble essentiel de rappeler que ces réalités existent. Parler de ces difficultés, c'est permettre aux parents de reconnaître plutôt les signes de leur souffrance. C'est leur offrir des repères, des explications. Car derrière la dépression postpartum, il n'y a jamais une seule cause. Il y a souvent la rencontre de plusieurs réalités. L'épuisement physique, les bouleversements hormonaux, les transformations identitaires, les attentes sociales, mais aussi l'histoire personnelle de chacun. Devenir parent vient parfois réveiller des zones de soi que l'on croyait apaisées, rouvrir certains chapitres restés inachevés, réactiver des blessures anciennes, ou nous confronter à des questions que nous n'avions jamais réellement eu besoin de nous poser auparavant. Ce phénomène est particulièrement fréquent lorsque la grossesse ou la naissance surviennent dans un contexte déjà fragilisé, un deuil, une séparation, des difficultés conjugales, une précarité économique, ou des antécédents anxieux ou dépressifs. Mais il est tout aussi important de rappeler qu'une dépression postpartum peut apparaître même lorsqu'aucun facteur de risque évident n'est identifié. Parfois, tout semblait aller bien. La grossesse s'est déroulée normalement, l'entourage est présent, le couple est soutenant. Et pourtant, la souffrance s'installe. Personne n'est à l'abri. Le PDS, Edinburgh Postpartum Depression Scale, est un outil que tu peux trouver en accès libre sur Internet et qui peut te permettre rapidement de déterminer si tu souffres de problèmes liés à une dépression postpartum. Lorsqu'un enfant naît, ce n'est pas seulement un bébé qui arrive dans une famille. C'est aussi une nouvelle identité qui se construit, un nouvel équilibre qui cherche sa place. La naissance transforme notre rapport à notre histoire, à notre couple, à nos limites, à nos besoins, à ce que nous avons reçu, et parfois aussi à ce qui nous a manqué. Pour certains, cette transformation sera principalement source d'épanouissement. Pour d'autres, elle sera plus complexe. Et pour certains encore, elle prendra la forme d'une véritable crise psychique. Mais il existe une chose essentielle que j'aimerais rappeler. La dépression postpartum se soigne. Et c'est probablement l'un des messages les plus importants de cet épisode. Parce qu'au cœur de la souffrance,
Beaucoup de parents ont l'impression que rien ne changera jamais, que cet état est devenu leur nouvelle réalité, que la fatigue, la tristesse, l'irritabilité font partie de leur quotidien pour toujours. Pourtant, les recherches, comme l'expérience clinique, montrent l'inverse. Avec un accompagnement adapté, la grande majorité des parents retrouvent progressivement un équilibre psychique satisfaisant. Les thérapies individuelles, les thérapies parents-bébés, les groupes de soutien, l'accompagnement proposé par les PMI, les réseaux de périnatalité peuvent constituer des ressources précieuses. Le soin ne consiste pas uniquement à faire disparaître les symptômes. Il vise aussi à restaurer la confiance, à réparer le sentiment de compétence parentale lorsqu'il a été fragilisé, à soutenir le lien entre le parent et son enfant, à redonner de la sécurité là où l'angoisse avait pris toute la place, et à permettre aux parents de redevenir pleinement acteurs de sa vie. Lorsque la souffrance est reconnue suffisamment tôt, il devient souvent possible d'éviter qu'elle ne s'installe durablement. Elle peut alors devenir une occasion de transformation, une invitation à ralentir, à écouter davantage ses besoins, à prendre soin de ses vulnérabilités plutôt que de les combattre, apprendre, jour après jour, à être suffisamment disponible et vivant pour rencontrer son enfant tel qu'il est, tout en acceptant d'être soi-même, profondément humain. Si tu le peux, installe-toi dans un endroit calme. Je te propose de prendre quelques minutes pour te reconnecter à ce que tu vis aujourd'hui. Que tu attendes un enfant, que tu sois déjà parent, ou que tu traverses simplement une période de transition dans ta vie. Peu importe, l'invitation est la même. Prendre un instant pour se rencontrer soi-même. Prends une respiration lente, puis expire doucement. Encore une fois, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans chercher à aller mieux, simplement être là. Et demande-toi, comment vais-je réellement aujourd'hui ? Pas comment je devrais aller, pas ce que je montre aux autres, mais comment je vais au fond de moi. Observe ce qui se présente. De la fatigue, de la joie, de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse ou un mélange encore d'émotions difficiles à nommer. Il n'y a rien à corriger, rien à résoudre. Simplement reconnaître ce qui est déjà là. Maintenant, porte doucement ton attention vers ce qui occupe le plus de place dans ton esprit. Qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie en ce moment ? Une responsabilité ? Une inquiétude ? Une décision à prendre ? Prends simplement conscience de sa présence. Puis, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'essaie de porter seul depuis trop longtemps ? Observe ce qui émerge, sans jugement. Maintenant, dirige ton attention vers ce qui te soutient. Une ressource, une personne, un souvenir, un lieu, une pratique. Quelque chose qui t'aide à avancer lorsque les choses deviennent lourdes. Prends quelques instants pour le reconnaître. Puis demande-toi, de quoi ai-je le plus besoin aujourd'hui ? Peut-être davantage de repos, de soutien, de compréhension ou de temps pour toi. Ou simplement un peu plus de douceur envers toi-même. Laisse venir la réponse, sans la forcer. À présent, imagine un tout petit pas. Pas un bouleversement, pas une transformation radicale, simplement une action réaliste. Quelque chose que tu pourrais faire dans les prochains jours pour prendre un peu plus soin de toi. Un appel, une demande d'aide, quelques minutes de repos, un rendez-vous que tu reposes depuis longtemps. Prends le temps d'identifier ces premiers pas. Avant de terminer, j'aimerais te rappeler ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps pour être un bon parent. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de douter. Tu as le droit d'être vulnérable, comme tout être humain.
Prends maintenant quelques respirations à ton rythme, lentement, doucement. Puis, lorsque tu te sentiras prêt, prends une dernière inspiration et laisse l'air s'échapper tranquillement. Reviens progressivement à ta journée, en gardant peut-être avec toi cette intention simple. Être un peu plus à l'écoute de ce que tu ressens, un peu plus doux avec toi-même et un peu moins seul avec ce que tu traverses. Avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur une idée qui me paraît essentielle. Tout au long de cet épisode, nous avons parlé de ce que l'on montre peu, de ce qui reste souvent caché derrière les sourires, les photos de famille, les apparences. Nous avons parlé de fatigue, de culpabilité, de honte, d'angoisse et parfois même d'effondrement. Nous avons parlé de cette réalité que tant de parents traversent en silence, parce qu'ils pensent qu'ils devraient aller bien, qu'ils devraient être heureux, qu'ils devraient réussir à tout gérer. Comme si souffrir, lorsqu'on devient parent, était quelque chose qu'il faudrait cacher. Et pourtant, il est possible d'aimer profondément son enfant et d'aller mal. Il est possible d'être profondément attaché à son bébé et de se sentir perdu. Il est possible d'être un parent aimant, investi, attentif, et de traverser une période de grande souffrance psychique. Alors si aujourd'hui, certains mots de cet épisode ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans certaines expériences évoquées, j'aimerais te laisser avec cette idée simple. Tu n'as pas à porter cela seul. Parle-en à un proche, un médecin, ton psychologue, ou à toute personne capable d'accueillir ce que tu traverses avec respect et bienveillance. Peu importe la porte que tu choisiras, l'important est de ne pas rester seul avec ta souffrance. Parce qu'au fond, prendre soin de sa santé mentale lorsque l'on devient parent n'est ni un luxe, ni une preuve de faiblesse. C'est un besoin fondamental. C'est aussi une façon profondément humaine de prendre soin de soi et de ceux que l'on aime. Et peut-être est-ce là l'un des enseignements les plus précieux de la parentalité. Découvrir que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être dignes d'amour. Apprendre à reconnaître nos limites plutôt qu'à les combattre. Accepter notre vulnérabilité au lieu de la cacher. Et comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Pour finir, je souhaite à chaque parent qui traverse cette épreuve de ne pas attendre d'être au bord de l'épuisement ou de l'effondrement pour demander de l'aide. Je lui souhaite de rencontrer sur son chemin quelqu'un capable d'écouter sans juger, quelqu'un capable de voir la souffrance derrière le masque, quelqu'un capable de tendre la main. Mais surtout, je lui souhaite la force de la saisir. Parce qu'aucune souffrance psychique ne devrait être portée seule. Parce que demander de l'aide ou accepter d'en recevoir est souvent le premier pas vers la guérison. Et parce que prendre soin de soi est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fragile mais debout. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. J'espère que ces mots t'auront apporté quelques repères, un peu de réconfort, ou simplement le sentiment d'être moins seul dans ce que tu traverses ou observes chez un proche. Et si c'est le cas, alors cet épisode aura déjà rempli une partie de sa mission. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que, même dans les moments de fragilité, il est possible de rester debout. Ciao.